Alors je suis très heureuse d'accueillir à présent. I'm very happy to welcome now Professor David Christensen. David Christensen is a professor of philosophy at Brown University, Providence. He works on the theory of knowledge, theory of rationality, philosophy of logic, and the theory of confirmation in philosophy and science. He is the author of many essays, among which Putting Logic in Its Place, Oxford 2004. And I'm going to give him the floor for his presentation entitled Epistemic Modesty Defended. Merci beaucoup, je suis très honoré et enchanté d'être ici. Beaucoup d'auteurs récents ont embrassé une version ou une autre d'une pensée commune. Cette pensée est que le désaccord de pairs épistémiquement apparents, ou pairs estémiquement apparents, du moins dans certaines circonstances, requiert un agent rationnel pour revoir leurs croyances, du moins dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de désaccords sur la quantité de révision, la mesure de révision requise dans certains cas et sur les implications théoriques des révisions requises, nécessaires. Mais il y a un fil commun qui unit toutes ces visions, c'est la reconnaissance que nous faisons des erreurs en évaluant les preuves ou l'évidence, que le désaccord de pairs épistémiques donne au moins une raison de soupçonner que nous avons en fait fait une erreur et que la raison de soupçonner que nous avons fait une erreur est aussi la raison d'être moins confiant dans la conclusion à laquelle nous sommes initialement parvenus. La logique de la révision donc exprime une certaine type de modestie épistémique. Alors les conséquences sont ressorties dans certaines discussions de positions qui prônent des réactions extrêmement conciliatoires au désaccord. Sur ces vues conciliatoires, je me trouve en désaccord avec beaucoup d'autres philosophes, des philosophes qui sont familiers de ces arguments et qui ont les mêmes compétences philosophiques que les miennes. À ce moment-là, je devrais être beaucoup moins confiant dans mes visions philosophiques. Peut-être en termes de croyances catégoriques, je devrais revenir sur mes croyances sur ce sujet. Donc, supposez que j'ai une idée, enfin une position qui s'appelle CV et que je pratique ce que je prêche. Donc, je pense que les arguments sur l'internalisme de la justification épistémique, eh bien, il semble que ce soit vrai. Mais en réponse à ce désaccord d'épistémologistes que je respecte, je deviens moins confiant dans mon internalisme. Alors, je suis conscient de la controverse actuelle sur le désaccord. Je sais que le nombre un certain nombre d'épistémologistes rejettent CV en faveur de positions vis-à-vis de cette vision solide de bout en bout du spectre. Ils croient que l'on peut maintenir sa confiance, du moins la plupart du temps, bien que le désaccord, en dépit du désaccord entre pairs épistémiques apparents. Donc je respecte assez raisonnablement ces épistémologistes, qui considèrent que qui considèrent les visions de Steadfast et qui rejettent CV. Donc, dans la mesure où je pratique ce que je prêche, il semble que CV me demande beaucoup moins de confiance en CV aussi. Donc, je ne peux pas croire à ma propre vue. Donc, en fait, comment est-ce qu'on travaille de simple inconsistance? Le défenseur de CV peut peut-être commencer à être assez sanguin sur l'effet que CV n'est pas quelque chose que l'on puisse rationnellement croire pour le moment. Après tout, beaucoup de choses vraies ne sont pas crédibles rationnellement. D'après nos preuves actuelles, il peut noter également que les opinions des autres sont des preuves importantes, mais qu'il n'est pas possible que les preuves dans ce cas soient trompeuses. Bien entendu, il faudra admettre que bien qu'il défende CV,
CV ne soit pas rationnellement confident dans cette vérité. Alors, pourquoi continuer à défendre cette idée? Après tout, la recherche ici est fondée sur différentes enquêtes qui sont poursuivies par différentes lignes simultanément. David Christensen a un jour écrit que dans ce passage, alors que bien entendu, on peut toujours essayer d'avoir des arguments, de les disséminer en espérant accélérer les conditions épistémiques qui permettront d'apporter un consensus. Alors, pour voir, bon, l'orateur parle extrêmement vite et les interprètes ont beaucoup de mal à suivre. Pour voir pourquoi, je voudrais regarder d'une façon détaillée le problème présenté par Adam Elga. Adam considère que c'est un exemple d'un problème plus général, le problème général qui se produit lorsqu'il y a une méthode inductive qui exige son propre rejet. Adam écrit, il est incohérent qu'une méthode inductive recommande deux réponses incompatibles à une seule simple série d'expériences. Mais c'est exactement ce que fait notre méthode si elle recommande une méthode de concurrence par rapport à l'autre. Alors, l'exemple d'Adam. La méthode M recommande de croire à l'état X et la méthode N recommande de croire à l'état Y. Mais la méthode N dit également en réponse à la vision de l'éclair, il faut voir la méthode N. Alors, Adam dit que la méthode M donne des conseils qui sont en conflit, dans le cas où on voit un éclair et puis ensuite un arc-en-ciel. D'une façon, on recommande directement la croyance dans l'état X. Et puis, d'autre part, on dit que quand on voit un éclair, on devrait suivre la méthode N et donc croire en Y. Donc, la méthode M donne des conseils incohérents sur la façon de répondre à la vision d'un éclair, puis d'un arc-en-ciel. Et même conflit lorsque une méthode inductive recommande une méthode par rapport à l'autre. L'argument qui s'applique à CV est le suivant. Supposez que les arguments philosophiques directs et les preuves soutiennent l'internalisme pour ce qui est de la justification. Et j'évalue les arguments et la preuve de façon correcte. CV, comme nous l'avons vu, va demander que je ne sois pas si confiant que ça dans l'internalisme. Après tout, beaucoup d'épidémiologistes que je respecte disent et ont d'ailleurs les preuves pour soutenir l'externalisme. Alors, supposez que CV dise que je devrais passer de ma croyance initiale qui est de niveau 9 en internalisme à, mettons, 0,52 sur la base de ce désaccord. Et je suppose qu'étant convaincu de CV, je vais passer à 0,52. Donc, je suis confronté au désaccord au sujet de CV par les épistémologistes de cette phase que je respecte. Alors, pour suivre CV, je vais diminuer ma confiance en eux. Moi, si j'ai de sérieux doutes sur le fait que CV soit vrai, je vais être plus confiant et je vais porter moins d'attention aux désaccords. Donc, à cause de ça, je ne vais pas autant accepter de compromis. Par hypothèse, cette croyance, autre que 0,52, va violer CV. Donc, à cause de CV, je viole CV. Donc, CV est incohérent. Et on va dire c'est l'incohérence contre CV. Grand C. Cependant, si l'on note que, en voyant les choses de cette façon, ce n'est pas le fait que CV se recommande contre lui-même dans ces circonstances actuelles qui est à l'origine de problèmes. Même si personne ne doutait de CV, cela offrirait tout de même des recommandations tout à fait incohérentes pour la situation possible dans laquelle des experts rejetteraient CV. Cet argument est un problème pour la ligne sanguine dont j'ai parlé. Je suggère que même si les conciliationnistes ont eu certains succès dans cette opinion philosophique, cependant, les experts avaient tous confiance en CV. Ils pensaient tous que CV était correct. Mais ça serait un cas où les preuves qui sont proposées par les opinions expertes s'avèrent trompeuses. C'est-à-dire que je verrai un cas dans lequel
Tout le monde croyait à une théorie qui était incohérente et donc fausse. Et Adam dit que le problème est décisif. Il écrit: il n'y a pas de bonne réponse. Les vues conciliatoires sont réfutées. Et je dirais que c'est en fait un défi pour CV que cet argument. Et donc, j'aimerais examiner les choses un petit peu plus en profondeur. Numéro 3, l'argument d'incohérence et les connexions de niveau. Alors en fait, il faut noter que CV est simplement une règle pour croire. Bon, une chose est que qui est un tout petit peu en dessous de la surface de ces arguments que j'ai présentés, c'est que cela dépend d'une sorte de principe de connexion au niveau. Donc, c'est une règle de croyance. Ça contraint ma croyance sur des sujets controversés dans certaines conditions. L'argument d'incohérence commence en notant que CV, dans certaines circonstances, va s'appliquer à ma croyance en CV. Cela m'empêchera d'être trop confiant dans le fait que CV soit juste. Et l'argument a des implications, car je ne devrais pas croire autre chose comme dans l'internalisme. Ces implications ne s'en suivent pas strictement de CV. Si je perds confiance en CV du fait du désaccord, cela n'implique pas forcément que je change ma croyance en internalisme. En fait, je pourrais obéir à CV. Et en fait, il semble que CV, l'un dans l'autre, ne donne pas tellement de conseils incohérents. Grand B, pour être sûr, il y aurait quelque chose d'assez peu attirant si je dois faire ce que j'ai décrit. Je régulerai mes croyances par un principe dont je douterai sérieusement de la justesse. Après tout, CV me donnait la seule raison CV me donnerait la seule raison pour ne pas avoir totalement confiance en l'internalisme. Est-ce que je peux rationnellement simplement ignorer le fait que ma moindre croyance dans l'internalisme a été justifiée par une règle dans laquelle je n'ai plus confiance? Cela ne semble pas être faux épistémiquement lorsque l'on divorce de ce qui est rationnel, et ce que je crois en général. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que tout dépend, je ne suis pas trop tributaire de ces intuitions de connexion de niveau qui privent l'argument d'incohérence de sa force. Donc, c'est un autre point. Nier les connexions de niveau n'est pas seulement intrinsèquement non plausible, ça devrait être particulièrement inconfortable comme option pour le défenseur de CV. Comme Brian Weatherson le disait, la plausibilité intuitive de CV dérive dans une large mesure de l'appel de certains types de connexions de niveau. La raison pour laquelle je perds confiance en internalisme dérive du fait que je me préoccupe de ma réaction à la prochaine preuve, à la preuve directe aux arguments du fait que ce soit rationnel. Donc ce type de préoccupation, en fait, exerce une pression sur mes croyances, et c'est pour ça que je ne pense pas que les défenseurs de CV devraient répondre à l'argument d'incohérence. 4. Le domaine, l'ampleur et la puissance de l'argument d'incohérence. Alors, voyons la raison pour laquelle on peut être un petit peu soupçonneux vis-à-vis de cet argument. Il implique donc le périmètre de l'argument. L'argument est naturellement soulevé lorsque des vues hautement conciliatoires, en cas de vues hautement conciliatoires sur le désaccord. Mais il est clair que l'argument a une application beaucoup plus large. Il faut considérer d'abord le spectre de ces vues sur la réaction rationnelle au désaccord. Beaucoup de critiques de vues conciliatoires ont dit que on n'a pas besoin de faire un compromis, beaucoup de compromis, avec des paires épistémiques apparents, du moins dans beaucoup de cas. Certains, comme Kelly, disent que les raisons derrière ces jugements original sur une question controversée ne peut pas être un double devoir, et ils ont un jugement selon lequel son père apparent peut avoir fait une erreur sur le sujet. Cependant, Kelly et d'autres défenseurs des vues steadfast d'une façon modérée
possède que le désaccord des autres a une certaine tendance à avoir une incidence sur son propre niveau de confiance, de la même façon que il y a une tendance qui est réclamée par CV. Mais il semble que les visions steadfast, modérées, soient tout aussi vulnérables que l'argument d'inconsistance. Si le désaccord a la possibilité de réduire les croyances en général, de diminuer les croyances, c'est probablement que cela a la puissance de réduire la croyance dans la vue steadfast dans certaines circonstances, et cela exige que l'on adopte des croyances différentes de celles qui sont recommandées par l'approche moderately steadfast, auquel s'applique l'argument d'incohérence. En fait, s'il semble que toutes les visions sur le désaccord, à part cette ligne, ce steadfastisme, si l'on peut y dire, absolu sur le sujet, soit le même problème. Brian Francis dit la même chose en disant que n'importe quel test d'une forme telle que si telle et telle condition sont obtenues par rapport à telle croyance en paix, eh bien, il faudrait revenir sur sa croyance en paix. Il faudrait cesser de croire à paix. C'est-à-dire que aussi longtemps que telle et telle condition s'appliqueront à la croyance en paix soi-même, ce que dit Francis de façon abstraite, c'est que, eh bien, et c'est d'ailleurs clair dans la discussion d'Adam, que le problème n'est pas juste une théorie de désaccord. En fait, je supposais que j'ai un avis philosophique sur une question complexe, relativement complexe, et que j'apprenne que petit a, je suis sujet à des techniques de lavage de cerveau terribles qui sont cause de l'opinion que j'ai, que petit d, on m'ait donné des drogues spéciales qui me rendent plus vulnérable au lavage de cerveau. À ce moment-là, on peut se demander si cette découverte va diminuer ma confiance dans mes vues philosophiques. Il semble certainement que non, que ce soit le cas, pardon. Mais si un principe général doit mandater cette réponse, eh bien, lorsque l'opinion philosophique en question est que le principe même, et ça ce serait à ce moment-là l'argument d'incohérence, eh bien, que cet argument d'incohérence semble exclure les exemples innombrables de modestie épistémique qui sont beaucoup moins intuitivement questionnables que CV. Et cela, certainement, fournit une sérieuse raison d'être soupçonneux quant à cet argument. Mais, bien sûr, peut-être nous devrions considérer la possibilité abstraite d'une sorte de travail de sape comme une objection décisive à l'encontre de CV après tout. Grand C, mais avant de rentrer dans cette question de ce qu'est l'argument d'incohérence, j'aimerais que l'on voit les réponses suggérées par Brian Francis. Et je vais adapter sa terminologie à la mienne. Francis dit que se veut indépendant de la croyance, de la compréhension, pardon, pourquoi, ou peut-être parce que, ou peut-être si l'argument d'incohérence est faux. Il commence par faire remarquer qu'il y a une différence entre croire un principe vrai et organiser sa vie doxastique en accord avec ses principes. Donc ainsi, il suggère la chose suivante en action épistémique: retenir son jugement sur CV, mais organiser sa vie doxastique en accord avec cela. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de nier des principes de connexion de niveau, mais cela voudrait dire une pratique doxastique.
Cela veut dire que ces arguments doivent coexister de façon paisible. Mais je ne pense pas que sa stratégie marche. Cela permet à une personne qui est attirée par CV d'éviter de croire CV dans le cas d'un désaccord. Mais l'agent qui poursuit cette stratégie finit par se défier de CV de toute façon. C'est parce qu'il reste confiant dans la proposition la moins forte que CV est plus proche de la vérité que c'est là-dessus que reposent les vues steadfast. Et en fait, on considère donc que CV est plus proche de la vérité. Et donc il y a des dans ces s'il y a des situations dans lesquelles, donc pour considérer ces CV, l'idée est que CV est près de la vérité et plus près que dans les vues de type steadfast. Donc, et s'il y a des situations dans lesquelles ces CV entraînent un haut niveau de confiance, ce haut niveau de conscience et CV, ce serait irrationnel. Bien. Alors, nous avons vu que c'est tout ce qu'il faut pour lancer l'argument d'incohérence. Alors, nous passons au paragraphe 5. Autre réponse à l'argument d'incohérence, conciliation partielle. Comme nous l'avons vu, Adam considère que CV est réfuté par l'argument d'incohérence. Mais il ne pense pas que cela veut dire que toutes les positions hautement conciliatoires soient réfutées. En réponse à cet argument d'incohérence, Adam propose une forme modifiée de CV. Selon lui, on devrait être conciliatoire sur pratiquement tous les sujets, mais pas sur la façon correcte de répondre à ce désaccord. C'est ce qu'il appelle la vue partiellement conciliatoire, que j'appellerais PCV. Mais si je veux adopter PCV, il faut que je sois très conciliatoire par rapport à ma croyance en l'internalisme. Si je suis dogmatique pour ce qui est du respect de PCV, eh bien, en termes de croyance, je vais accorder l'exactitude à la règle, enfin le fait que ce soit correct pour cette règle que j'adopte, et il y aura une certaine probabilité que je suis à peu près sûr que c'est correct. Donc, comme Adam le dit, Adam est tout à fait conscient de ça, mais il dit que ce n'est pas vraiment le cas. Après tout, l'argument d'incohérence s'applique à toute politique épistémique qui, dans certains cas, dit que l'on devrait perdre confiance dans le fait qu'elle soit vraie. Comme le dit Adam, pour être incohérent, une politique essentielle, une règle ou une méthode essentielle doit être dogmatique pour ce qui est du fait d'être correct, de sa correctitude, si je puis dire. Toutes ces règles acceptables fondamentalement sont dogmatiques pour ce qui est de leur propre rectitude. Je pense qu'il y a quelque chose de très juste dans ce que dit Adam, c'est-à-dire que la justification pour exempter PCV de son propre périmètre est générale. Et donc, on ne peut pas lui faire le reproche que ce soit pour une raison ad hoc que cela ait été évoqué. Donc la suggestion selon laquelle je reste tout à fait confiant en PCV, tout en étant conciliatoire sur des tas d'autres points, me permet de respecter les intuitions qui sont derrière CV d'une large manière. Et donc je peux respecter cette idée de connexion de niveau, que ma pratique doxassiste devrait cohérer avec mes vues d'un ordre plus élevé sur la formation de croyances rationnelles. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Pour voir, il faudrait voir quel type de raisonnement pourrait me convaincre que PCV était correct. En fait, c'est exactement la même chose que je fais lorsque je considère s'il faut que j'accepte l'internalisme ou toute autre vision philosophique. Si ce type de pensée est hautement faillible d'une façon générale et il semble
indéniable que ce soit le cas, il semble que je doive prendre au sérieux la possibilité d'avoir fait une erreur quelque part dans ma propre conception au sujet de PCV. Et ce désaccord de tous les épistémologistes qui rejettent PCV suggère très certainement que j'ai fait une erreur. Donc, cela peut être rationnel pour moi d'être sûr que PCV est en fait correct. L'étrangeté d'être sûr de cela peut-être, c'est quelque chose que l'on peut souligner lorsque l'on voit comment garder confiance absolue en PCV et comment cela pourrait s'intégrer avec ma réflexion générale sur moi-même. Suppose que je suive PCV, que j'ai toute confiance dans le fait que ce soit correct, bien que c'est été rejeté par beaucoup d'épistémologistes que je respecte. Alors, est-ce que je dois revoir mon propre raisonnement sur ce sujet? Bon, je pense qu'en général, même si je ne suis que modérément fiable en matière de philosophie, quand je pense à des arguments de conciliation générale ou quand qui ne sont pas suffisamment conciliatoires, est-ce que je suis protégé de l'erreur? Ça semble douteux. Est-ce que je ne devrais pas penser que finalement j'ai de la chance? Il semble plus que naturel qu'étant donné la générale faillibilité de la philosophie, j'aurais certainement de la chance si plutôt que tous ces philosophes de talent qui rejettent PCV, je suis celui qui pour une fois ait raison. Mais est-ce qu'il est possible d'être rationnel? Est-ce que je peux être certain que je suis l'un de ceux qui ont eu de la chance? Bon, ça aussi, ça paraît peu probable. Donc, sur quelle base puis-je conclure que je suis l'un de ceux qui ont de la chance plutôt que ceux qui rejettent PCV? Bien sûr, si PCV est correct, les arguments directs sur le sujet appuient PCV et donc, indirectement, appuient la théorie selon laquelle j'ai raison d'avoir cette croyance. Mais quelle sorte d'appui est disponible dans mon désaccord que j'ai en fait évalué correctement comme évidence ou preuve de base et donc tout l'attrait de cette vue conciliatoire vient du fait que l'on rejette cette sorte de raisonnement. Donc il ne me semble pas, qu'il serait rationnel pour moi d'avoir trop confiance, que j'ai soit beaucoup de chance ou que j'utilise des méthodes fiables dans les réflexions sur ce sujet de réaction rationnelle au désagrément. Donc il est vrai que PCV n'est pas une façon rationnelle de considérer l'argument d'incohérence et donc je pense que nous devrions voir les choses autrement. Défense de la modestie épistémique. Constatons la chose suivante. L'argument d'incohérence est une grande menace prima facie pour CV. Le problème n'est pas que CV est intrinsèquement incohérent, mais que c'est incohérent par rapport aux manières plausibles d'avoir des croyances rationnelles en général et que ces croyances soient influencées par les croyances rationnelles sur quelles croyances sont rationnelles. Mais certaines idées de connexion de niveau semblent être inséparables de la principale motivation de CV. Il semble qu'il y ait une réelle tension inhérente aux vues conciliatoires sur le désaccord. En fait, nous avons vu cette même tension qui s'étend à beaucoup d'autres vues qui encodent une sorte de modestie épistémique. Donc, nous voyons que ces idées épistémiques ne résolvent pas cette tension. Bien sûr, il peut y avoir d'autres façons de dissoudre cette tension, peut-être avec des principes de connexion de niveau plus subtils qui peuvent être motivés. Mais à ce moment-là, je n'en vois pas. Alors, on pourrait bien sûr complètement abandonner la modestie épistémique, mais je pense qu'une telle approche radicale serait mal dirigée. En fait, nous sommes des penseurs faillibles et nous le savons. Et bien souvent, quand nous évaluons des arguments et l'evidence, les preuves sur un certain thème, même aussi soigneusement et consciencieusement que possible, nous parvenons à la mauvaise conclusion. C'est-à-dire, nous faisons souvent des erreurs épistémiques. Et nous savons que simplement
quand on passe en revue l'argumentation et l'evidence de nouveau, encore une fois, consciencieusement et soigneusement, ne va pas nous révéler nos erreurs. Et il paraît donc clair que la personne qui est intéressée en fait d'avoir des croyances justes concernant P serait vraiment en difficulté s'il laissait sa confiance ne pas se laisser affecter par l'evidence et qu'elle serait spécialement portée vers des erreurs, alors que ce serait en fait alors qu'elle aurait en fait réussi à éviter l'erreur épistémique dans sa pensée religieuse. Imaginons un médecin étant parvenu à un diagnostic confiant basé sur les symptômes du patient et parvient à comprendre que le patient est à manque de sommeil, que sous l'influence de drogues qui altèrent son intellect, ou alors elle a des implications émotionnelles avec d'autres patients qui sont en train de tordre son jugement et que d'autres médecins... Et si le médecin apprend toutes ces choses, il paraît assez clair que ce serait hautement irrationnel de sa part de maintenir une confiance dans son diagnostic. Et donc, je ne pense pas que nous puissions plausiblement résoudre cette tension en simplement niant la modestie épistémique. Et il me semble donc que nous devrions rechercher une réponse moins radicale à notre problème. Y a-t-il le moyen de défendre les aperçus de CV et les autres expressions de modestie épistémique du défi posé par l'argument de l'incohérence? Il me semble que oui. On ne peut pas le formuler précisément sans avoir déjà une certaine forme de CV ou d'autres vues modestes. Mais l'idée générale peut s'illustrer en utilisant des approximations grossières, et donc voici un aperçu. Nous devrions reconnaître qu'on arrive à, en fait, deux différentes sortes d'idéaux rationnels. Premièrement, il y a les idéaux de respect de l'évidence de nos erreurs épistémiques. Et, par exemple, dans des cas typiques, que lorsqu'on a une confiance initiale dans P et que l'on rencontre des preuves que des penseurs capables indiquent que P, au sujet de P qui n'ont pas confiance en P, cela donne une certaine assertion que la confiance en P est trop élevée. Et les mêmes idéaux rationnels peuvent s'appliquer à d'autres formes d'evidence, de preuves que l'on ait pu faire dans les erreurs épistémiques. Et donc, c'est un premier niveau. Et le deuxième idéal, c'est celui des liens de niveau. Par exemple, c'est un idéal rationnel que, dans des cas typiques, lorsque l'on croit rationnellement avec un certain niveau de confiance en P qui est trop élevé parce qu'on a fait commis une erreur épistémique, ou que la confiance en P devrait être inférieure à ce niveau. Et si on met ensemble des exemples de ces deux types d'idéaux, vont produire des idéaux rationnels de la modestie épistémique, dont aussi le CV et aussi les récits de désaccord modérément steadfast comme Kelly, et aussi les principes qui bannissent des croyances confiantes dans différentes conclusions atteintes quand on est en manque de sommeil ou quand on a eu un lavage de cerveau. Et on devrait reconnaître que les idéaux rationnels de modestie peuvent s'appliquer à eux-mêmes. Et donc, dans certains cas, ce sont les cas où l'on dispose d'evidence que l'on s'est trompé en pensant aux idéaux. On ne devrait pas avoir une pleine confiance dans l'exactitude de ces idéaux. Et dans ce cas, les idéaux de connexion de niveau peuvent exercer une pression rationnelle sur l'obéissance pleine et entière des idéaux de modestie. Et quand on doute de l'exactitude des idéaux de modestie, alors on peut être amené à croire que les niveaux de confiance d'un tel idéal sont incorrects. Et dans de tels cas, on doit être pris en défaut par rapport à l'un des idéaux. Et c'est l'un des problèmes mis en avant par l'argument de l'incohérence. Or, un des points clés que je voudrais noter ici, c'est que dans cette tension entre nos idéaux épistémiques, non
ne veulent pas nécessairement dire qu'il y en ait qui soient incorrects. Il se pourrait simplement que dans certaines situations, en particulier lorsque l'on obtient des bonnes preuves concernant l'exactitude des bons idéaux, alors on finira par violer un idéal ou l'autre, quel que soit l'aboutissement de sa croyance. Et nous pourrions appeler cette position le point de vue des idéaux en conflit. Et cette position n'est pas très facile à gérer, mais je propose que l'inconfort qu'elle génère n'est pas nouveau. En fait, est né tout à fait indépendamment de l'argument de l'incohérence. Et d'ailleurs, j'ai noté ailleurs que des idéaux rationnels peuvent entrer en conflit dans différents cas où un agent va correctement noter l'importance de son évidence de premier niveau, mais reçoit une évidence de niveau plus élevé que le premier est erroné. Et le fait de respecter cette évidence de plus haut niveau, en le reflétant dans ses croyances de premier niveau, va faire en sorte que, en fait, il va diverger. Et l'agent va ensuite tomber dans le respect de la logique par inférence à la meilleure explication. Et ainsi, cela devrait et doit violer certains idéaux rationnels. Et donc, la motivation du point de vue des idéaux en conflit ne découle pas seulement de l'argument de l'incohérence. Dans le contexte de l'argument de l'incohérence, le point de vue des idéaux en conflit a d'autres attraits. Peut-être le plus important, c'est qu'il nous permet d'éviter les absurdités qui sont entraînées par le rejet général de toutes les expressions de modestie épistémique. Ces absurdités, telles que celles illustrées dans le cas du médecin, devraient même avoir des difficultés pour trouver implausibles des possibilités hautement conciliantes au niveau d'un désaccord. Et deuxièmement, en voyant l'argument d'incohérence comme impliquant des idéaux en conflit, permet également de tenir des croyances dans des questions difficiles d'épistémologie qui vont être immunisées du doute rationnel. Par exemple, pour l'argument, imaginons qu'il y ait une règle épistémique générale qui englobe la meilleure réponse épistémique à toutes les... Et on appellera ça la règle Uber Rule, donc la règle générale. Si quelqu'un a eu la chance de la formuler correctement, ce serait sûrement controversé, même parmi des épistémologues compétents. Et avec tout cela, ce serait irrationnel pour le formulateur d'être très confiant que sa règle était exactement correcte. Et donc, intuitivement, c'est attrayant de dire que la meilleure option recommandée par l'agent, recommandée par cette Uber règle va en fait, cette surrègle va impliquer le fait manque de confiance chez l'agent. Mais cependant, si l'agent continue de suivre cette surrègle tout en doutant de sa nature correcte, il semble évidemment qu'elle va violer un niveau d'idéal de connexion à niveau. Mais par construction, les prescriptions de la surrègle est toujours celle que c'est toujours la meilleure option épistémique. Et donc, quand l'agent doute de la correction de la surrègle, va peut-être douter, elle sera peut-être requise à violer l'idéal de niveau de connexion. Mais est-ce que ça veut dire que elle va en fait refuser cette surrègle? Non, pas nécessairement. Dans le point de vue des idéaux en conflit, cela reste une option épistémique. Et donc, on n'est pas coincé avec une obligation à dire que la meilleure option épistémique pour tous les agents englobe une confiance absolue dans la correction d'une épistémologie avec une position particulièrement subtile et complexe. Et enfin, ceux qui défendent le point de vue des idéaux en conflit
reconnaissent que parfois ces idéaux doivent être violés et deuxièmement que leurs points de vue sont motivés par des idéaux de niveau de connexion. Et on doit reconnaître que parfois l'idéal qui parfois doit être violé peut néanmoins avoir de la force. Si nous demandons pourquoi le désaccord d'autres penseurs compétents devrait avoir un impact sur mon propre niveau de confiance, la bonne explication, c'est peut-être qu'effectivement, ma croyance initiale était basée sur une erreur épistémique et que je devrais m'accommoder en prenant du recul par rapport à cette croyance initiale, au moins jusqu'à un certain niveau. Bien sûr, je dois noter que cette réponse est également à disposition de ceux qui défendent les points de vue modérément steadfast et, comme je dis, ceux qui prônent ce point de vue ont le même problème avec l'argument de l'incohérence comme le CV. Et donc, le point de vue des idéaux en conflit n'est pas seulement pour les conciliationnistes. Alors, le point de vue des idéaux en conflit peut paraître comme trop facile, comme une sorte de carte de sortie de prison gratuite, quels que soient les crimes perpétrés. Et je pense que c'est une préoccupation raisonnable, mais une préoccupation qui, je pense, peut être modérée, en notant que les fois où les idéaux sont en conflit impliquent tous une caractéristique. Ils impliquent tous une réflexion critique de l'agent sur sa propre pensée. Et peut-être il n'est pas si surprenant s'il est rationnel de prendre au sérieux sa propre évaluation critique de ses propres croyances, il y aura un certain niveau d'incohérence. Par exemple, imaginons qu'un certain idéal rationnel s'applique à certaines croyances. On ne peut pas être rationnellement toujours sûr de savoir si l'on obéit à cet idéal. Supposons qu'il soit rationnel de douter que l'on obéit, même dans les cas où l'on obéit. Et supposons aussi que les réflexions critiques sur sa propre croyance n'est pas simplement un exercice futile, mais suppose de savoir si les doutes au sujet de sa propre croyance peuvent être rationnels pour changer ses croyances. Et dans de tels cas, on pourrait bien se trouver sous une pression rationnelle à violer l'idéal rationnel. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, si on tient compte la possibilité d'idéaux en conflit n'est pas un symptôme de paresse théorique. Simplement, ça laisse la place pour la modestie. Cela nous permet de reconnaître la rationalité de la reconnaissance et puis de la prise en compte de la possibilité que nous sommes en deçà de la perfection épistémique. Et pour moi, en ce sens, la modestie ne devrait pas être une cause de gêne ou d'embarras.